Je vous propose de nous lever et de faire une minute de silence en solidarité avec les victimes des derniers attentats, leurs familles, et en une pensée pour tous les gens qui ont été aussi marqués psychologiquement, les pompiers, les policiers, les médecins, le personnel soignant. Je crois qu'ils ont tous besoin qu'on pense à eux dans ces moments difficiles, évidemment. La priorité ayant allant aux victimes et à leurs familles, malheureusement, ne sont plus là. Merci à vous. La séance du 23 novembre du conseil municipal et je vous propose Antoine Fouan comme secrétaire de séance qui est pour. Merci beaucoup. Alors Antoine, tu veux bien procéder à l'appel s'il vous plaît? Hélène Roubolène. Présente. Marie-France Lefort. Présente. Daniel Guiran. Présent. Marie-Dominique Bagous. Procuration à Daniel Guiran. Jean-Paul Blé. Procuration à France Lefort. Marielle Veuillet. Présente. Yoann Michelosi. Présent. Béatrice Bonfillon. Cavassa. Procuration à Sonia Marcelli. Guillaume Voland. Présent. Dominique Chêne. Présent. Gaël Barthélemy Lassagne. Présente. Michel Liotto. Présent. Françoise Comeau. Joël Albanel. Présente. Nicole Ferréux. Présente. Michel Giraud. Procuration à Fatma Touet Clément. Sonia Marcelli. Présente. Alban Zakaria. Procuration à Marielle Veuillet. Audrey Bonnet. Présente. Philippe Dier. Procuration à Hélène Roubolène. Françoise Caillol. Présente. Fatma Touel Clément. Présente. Antoine Fouan présent. Emmanuel Butavant. Procuration à Michel Liotto. Jean-François Dubu. Présent. Agnès Pellens. Présent. Marc Lévy. Présent. Christophe Neuville. Procuration à Jean-François Dubu. Et Arlette Parola. Dans un premier temps, nous devons approuver le compte-rendu du conseil municipal du 16 octobre 2015. Vous l'avez sous les yeux. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas? Bien, alors passons au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Donc, information du conseil municipal, compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du 16 avril 2014. Donc, conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des décisions prises par délégation du conseil municipal. Numéro 118. Désignation du bureau d'études Ginger CEBTP pour une étude géotechnique pour le projet de construction d'un parking souterrain situé au lieu-dit du jeu de boules pour un montant de 14 060 €. Numéro 119. Vente d'une remorque plateau à la société GAEC du Pré-Panche pour un montant de 2 800 €. Numéro 120. Signature d'un contrat de location à usage de garage situé au lieu-dit du TUV avec M. Julien Ribellino pour une durée de 6 ans à compter du 21 octobre 2015, moyennant un loyer mensuel de 90 €. Numéro 121. Signature d'une convention avec l'Union régionale de l'Office central de la coopération PACA-Corse en vue de faire bénéficier les enseignants ou conseillers pédagogiques participant au stage Sciences et Coopération les 27 et 29 octobre organisé à Fuveau. Donc, ils ont pu bénéficier de la restauration à la maison pour tous moyennant un coût de 5 € le repas.
Numéro 122, signature d'un marché public adapté avec l'entreprise U-Boss Altitude Bois pour les travaux de rénovation de la couverture de l'hôtel de ville, partie ancienne, pour un montant global de 47 985,56 € hors taxe. Numéro 123. Encaissement de la somme de 1846,18 € versée par l'assurance SMALC au titre d'indemnisation suite aux dommages électriques survenus au stade Paul Prieur le 13 septembre. 124, c'est récurrence, donc c'est pour l'association Fréquence de coupure pour l'éveil au son à l'école de la Roque-Martine dans le cadre des ateliers périscolaires. Numéro 125, désignation du bureau d'études urbanisme et paysage pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du règlement local de publicité des enseignes et préenseignes de la commune pour un montant de 11 100 €. Et voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Oui, moi j'ai une petite question pour le numéro 118. On est très près de la limite. J'espère qu'il n'y aura pas d'avenant pour ce truc, parce que si on était hors, au-delà, on serait hors code des marchés publics. Compris. L'étude de sol, ça ajoute... Il s'agit de l'étude de sol qui est faite au niveau du jeu de boules. Ce sont des études préalables à... Je sais ce que c'est une étude de sol, M. Bouirand. Ce que je veux dire, c'est qu'on est près des 15 000 €. Ils ne sont passés à 25 000 qu'au 1er octobre. Je présume que ce contrat est antérieur. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que, comme on est près des 15 000 €, il ne faudra pas qu'il y ait d'avenant, parce que si on a un avenant sur cette opération, on sera hors marché public. Ok, il faudra en sorte qu'il n'y ait pas d'avenant. J'aimerais, comme ça au moins on pourra en parler longuement. D'autres questions? S'il n'y en a pas, nous passons donc aux délibérations. Donc, délibération 2.1, remboursement à un tiers. Au mois de juillet 2015, un habitant du lotissement La Montjoie a endommagé son véhicule sur une plaque de pluviale mal repositionnée. En fait, c'était des gamins qui s'étaient amusés à le lever, mais en fait. Le coût des réparations qu'il a réglé auprès d'un garage automobile s'est élevé à 364,11 €. Son assurance ne lui prenant en charge que 64,11 €. Cet habitant s'est retourné vers la commune, mettant en cause sa responsabilité. Celle-ci est engagée car la voie sur laquelle s'est produit le sinistre est une voie communale. Voilà, de plus un rapport de police confirme les faits. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le remboursement à ce particulier des frais de réparation engagés sur son véhicule. Et d'autoriser Madame le maire à verser la somme de 300 € à Madame Maria Boeuf, 14 chemin de la Montjoie, et d'autoriser Madame le maire à signer tout autre document nécessaire. Quand j'aurais une question, s'il vous plaît. Ne peut-on pas craindre que cela fasse jurisprudence et que maintenant... Pardon? Ne peut-on pas craindre la jurisprudence pour ce remboursement? Elle existe déjà. Elle existe déjà, d'accord. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Très bien, Voilà. merci d'avoir répondu. Mais en fait, c'est vrai qu'effectivement... Mais là, souvent, ce sont des enfants qui s'amusent à lever les plaques et à ne pas les remettre. Et dans quelle mesure la commune elle engage sa responsabilité? C'est parce que c'est une voie communale, c'est ça? Oui. Et que donc, quoi qu'il se passe sur cette voie communale, si ça amène à un incident, une infraction ou quelque chose comme ça, la personne elle peut se retourner contre la commune pour... la commune doit à tout moment mettre en état, entre guillemets, ces voies communales, c'est ça? Pour tout sinistre. Oui, normalement, on est assuré pour ça, pour tout sinistre. Y a-t-il d'autres questions? Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Alors, délibération. Voilà. Madame Lefort, approbation par le Conseil municipal des rapports de la Commission d'évaluation des transferts, qui s'appelle donc la CLET,
20 octobre et du 10 novembre 2015. Et ceci. Bien, je tiens tout d'abord à faire savoir que Dominique Bagous, qui n'est pas là ce soir, est la personne qui participe, mais de façon permanente, à cette commission CLET et qui connaît parfaitement effectivement ce dossier, qui défend les intérêts de FUVO quand ceux-ci sont à défendre, sans aucune difficulté. Alors, cette délibération, je vais vous faire grâce de sa lecture, parce que bon, elle est un petit peu longue, je vais essayer de vous la résumer. Alors, il s'agit effectivement, comme ça a été le cas en 2001, au moment où la communauté d'agglomération s'est constituée, de faire en sorte que tout ce qui était devenu compétence obligatoire, comme les transports, l'économie, l'environnement, les déchets, soit effectivement analysé, mesuré financièrement, et figuré bien évidemment dans les comptes des communes. C'était le compte administratif de l'année N-1 qui était pris en référence pour pouvoir effectivement évaluer les charges qu'avaient ces communes et donc les passer à la communauté du Pays d'Aix qui donc les prenait en compte et la commune en conséquence se voyait, elle, attribuer une dotation de compensation complémentaire pour ce transfert de charges. Alors ça a été le cas en 2001, ça a été le cas en 2002 puisque la commune de Mimé est arrivée un petit peu après, donc on a refait une CLET. On a refait une CLET en 2014, au moment où Gardanne et Gréas ont aussi intégré la communauté, pour donc évaluer et procéder à ce transfert. Et là, il s'agit d'un transfert un peu différent, puisqu'il s'agit de communes qui souhaitent récupérer des biens qui avaient été gérés préalablement par la communauté dans le cadre des compétences qu'elle avait acquises au fur et à mesure, en particulier en sport et en culture. Donc sur la liste que vous avez majoritairement des équipements donc de la ville d'Aix-en-Provence, en particulier le GTP, le Bois de l'Aune, vous avez le musée Granet, et vous avez les équipements également de sport, la piscine par exemple du Val-de-l'Arc, il y a aussi celle de Cabriès, et le stadium qui revient à Vitrolles. Donc ces équipements ont été souhaités en retour par ces communes. Le conseil communautaire, en date du 10 juillet, s'est prononcé favorablement pour donc retirer, je dirais, sa compétence dans ces domaines-là, et repasser cette compétence donc aux communes concernées. Pour ce faire, il fallait réunir la fameuse CLET, la fameuse commission d'évaluation, qui s'est réunie donc le 10 novembre, qui a dû définir effectivement ses procédures. En l'occurrence, elle a souhaité que soit analysé bien évidemment, et ça c'était facile puisque c'était sur les comptes de la communauté, c'était les équipements communautaires, donc qu'on prenne effectivement l'ensemble des comptes, qu'on regarde quelles étaient les charges de personnel, quelles étaient les charges de fluide, quelles étaient aussi les charges d'investissement, qui avaient été ceux des équipements concernés, de manière effectivement à pouvoir connaître quelles étaient les charges que l'on allait retransférer aux communes au moment de la métropole. Donc ces charges vous sont déterminées dans chacun des éléments, vous les avez, donc vous avez les montants, donc je ne vais pas vous les relire. Ça a été acté donc, par le conseil du 10 juillet, le conseil communautaire. Chaque commune, et c'est le texte de loi, doit approuver également, donc les 36 communes de la communauté, doivent approuver ce que la CLET a décidé. Je vous rappelle qu'elle est souveraine à la matière, mais doit approuver la totalité de ce qui a été décidé donc, par cette CLET. D'où la délibération qui vous est proposée. Alors dans cette délibération, vous avez autre chose. En dehors effectivement des équipements transférés, vous avez un problème de transfert également de subventions d'associations. Donc, pareil, le 10 juillet, la communauté du Pays d'Aix a souhaité que transférer certaines subventions qui étaient préalablement données aux associations des communes, membres de la CPA bien évidemment, et faire en sorte, pour un peu sécuriser ces subventions, puisque ce ne sont pas forcément des associations qui ont une vocation communautaire, donc par la suite métropolitaine, elles ont souhaité quand même de ne pas perdre ces subventions. Elles ont donc décidé, commune par commune, en reprenant à la fois les associations à vocation culturelle ou les associations à vocation sportive, donc émettre dans ces cas-là un montant qui est reversé à chaque commune dans ce qu'on appelle l'attribution de compensation. Donc les 17 800 € pour FUVO concernent, je vais vous donner la liste des associations concernées. Alors, patati patata, en culture.
Alors, Fuveau Cœur de Vie, dans le cadre du FISAC, le tennis club de Fuveau, le tennis club d'Argelas, Courir à Fuveau et le football club de Fuveau. Si vous voulez le montant, je vous les donne aussi. Sachez que la somme globale est 17 800 euros. Ces 17 800 euros seront donc versés à la commune de Fuveau dans le cadre de son attribution de compensation, ce qu'attendent d'ailleurs toutes les communes concernées, puisque l'ensemble des communes se sont vues, elles également, remettre ce dispositif dans leur giron. Est-ce que je me suis expliqué à peu près correctement ou vous avez des questions? Juste une petite question. Et je vous en prie. Dit avant, peut-être que je l'ai entendu, mais pourquoi ces associations-là? J'entends pas, madame. Pourquoi ces associations-là sont les critères? Alors, ce sont celles qui avaient des subventions, qui avaient fait donc des demandes. Je ne parle pas elles avaient aussi des subventions par la mairie, mais ce sont des associations qui faisaient de façon récurrente des demandes de subventions à la communauté qui bénéficiaient donc d'un certain montant de subventions tous les ans. Plutôt que de les perdre, parce que c'est aussi ça l'objectif. C'était un petit peu de consolider, je dirais, ces associations. La communauté du Pays d'Aix a souhaité procéder à une forme de reversement du dit montant donc, dans le giron de la commune de Fuveau et des autres communes, bien évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier? Oui, quand sera-t-il après 2016? Alors, ça, madame, la communauté normalement, l'attribution de compensation sera prise en compte, effectivement, déjà en 2016. Déjà en 2016, puisque effectivement ils sont en train de préparer les budgets, et le budget de la communauté devrait être voté en décembre, je crois que c'est le 17 décembre de cette année. Donc effectivement, ces attributions de compensation seront prises en compte au moins pour 2016. Après, on verra ce que la métropole décide. Alors il est fort possible que d'autres équipements qui sont d'intérêt communautaire, voire d'intérêt métropolitain actuellement, jugés comme tels, ne le soient plus d'ici 2-3 ans. Donc qui reviennent dans le giron des communes. Ma question, elle portait plutôt sur les critères justement de passage de la CPA à la commune et vice-versa, parce que ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des équipements qui étaient gérés par la CPA qui repassent au niveau des communes. Oui. Le stade Maurice David, il me semble que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un stade qui était géré par la commune d'Aix et qui devient communautaire et demain métropolitain, entre guillemets. Donc ça va dans les deux sens. Oui, c'est ça la clé, hein. C'est le transfert de charge d'un côté comme de l'autre, les deux côtés. Vous l'avez signalé dans un sens mais pas dans l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important dans l'histoire, c'est de comprendre les critères qui amènent les équipements à être gérés à une maille communautaire ou à une maille communale, entre guillemets. Et c'est ça que moi j'ai du mal à comprendre. Là, on nous présente un rapport technique, entre guillemets, d'évaluation des montants de charges de fonctionnement, de charges d'investissement, etc. On n'a pas d'état d'âme sur le travail fait techniquement, entre guillemets. C'est plutôt les critères qui amènent à dire le stade Maurice David, lui, qui est un stade qui sert à un club de rugby aujourd'hui, qui est en train d'évoluer, qui peut avoir un rôle métropolitain, on bascule à l'échelle communautaire aujourd'hui pour que ce soit géré par la métropole demain, dont acte, ça s'entend. Et puis le Grand Théâtre de Provence ou le Musée Granet, on vient nous expliquer que c'est pas quelque chose qui va servir, qui est à l'échelle communautaire, entre guillemets, alors que dans le cadre de Marseille-Provence 2013 et de la culture, il y avait des participations, on voyait bien que ça avait un intérêt communautaire, entre guillemets. Donc c'est le genre de critères, on voit pas bien les critères qui participent au fait de dire ça bascule dans un sens ou dans un autre. Alors, monsieur Dubuste, les critères sont ceux des communes, c'est le choix des communes de récupérer ou non un équipement, bien évidemment avec l'aval du conseil communautaire, puisqu'il l'a voté le 10 juillet. Donc elles définissent ce qui est, à leur sens, d'intérêt communal ou d'intérêt communautaire, enfin communautaire métropolitain, entendons-nous bien, par la suite. La commune d'Aix-en-Provence a choisi de récupérer des équipements relativement importants, c'est vrai, elle a choisi d'en confier d'autres, de leur donner ce caractère métropolitain. C'est un choix politique dans le sens noble du terme, c'est un choix stratégique financier certainement. Du moment que le conseil communautaire de la CPA a validé ce choix, il n'y a pas de critères particuliers à déterminer. C'est la demande des communes. Ça a toujours été la demande des communes. Non, la question que doivent se poser les autres communes, qui font partie de cette communauté, entre guillemets, c'est demain, dans quelle mesure elles pourront profiter de ces équipements-là de la même manière qu'elles ont profité quand c'était géré à la maille communautaire
Et demain, elles pourront en profiter quand elles seront gérées à la maille communale. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quand ça va dans l'autre sens, c'est plutôt, est-ce qu'on est d'accord pour tous gérer un équipement public? Je vous avais posé la question sur le vélodrome, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois. C'est le genre de questions qu'il faut avoir tous ensemble pour se dire, est-ce qu'on est d'accord pour gérer ce bien tous ensemble, parce qu'on considère que ça participe de la communauté. C'est ce genre de questions et ce genre de critères qui devraient être utiles au-delà des choix politiques d'un tel ou d'un tel qui dit « moi je récupère ma piscine, je te donne mon théâtre et je récupère mon stade ». Les compétences, les transferts de compétences, vous n'y étiez pas entre 2001 et 2008 en particulier, se sont faits très souvent au coup par coup, comme ça, par exemple dans les domaines sportifs et culturels. Vous savez que ce sont deux compétences qui n'étaient pas des compétences obligatoires de la communauté. Donc elles ont été prises au coup par coup par la communauté et les équipements en conséquence ont été réalisés, ont été pris. Certains existaient déjà à Aix-en-Provence, ils ont été donc, par exemple le musée Granier existait déjà. Il a été pris par la communauté, la communauté d'Aglo. Là, il est redonné parce que la commune d'Aix-en-Provence, et là je dis c'est un choix stratégique et politique, souhaite gérer ses propres équipements et le faire, surtout dans le domaine de la culture et du sport, comme elle l'entend. Je pense que c'est ça aussi leur souhait. Elles n'ont peut-être pas envie, effectivement, que cet équipement devienne métropolitain. Et on aurait pu faire pareil pour la piscine Alors, la piscine de Fuvaux, oui. Mais qui dit qu'effectivement, nous on ne l'a pas demandé. Parce on ne l'a pas demandé, madame. Je crois qu'il faut d'abord que la commune le demande. Voilà. Mais il est fort possible que quand le conseil métropolitain se sera réuni, aura déjà un petit peu décidé des modalités de ses compétences et de la façon dont il va les gérer, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il pourra dire que la piscine de Fuvaux, par exemple, n'a aucun intérêt communautaire et que métropolitain, bon, c'est un intérêt communautaire, mais donc automatiquement dire, écoutez, je vous la rends, mais si jamais c'est le cas, il faudra qu'on nous rende également, dans le cadre de la CLED, justement, la totalité des charges inhérentes à cette piscine, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, voire d'amortissement. Parce qu'autrement, la commune de Fuvaux ne sera pas en état, et vous le comprenez, de gérer une piscine où il y a déjà 20 personnes qui sont embauchées. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ce genre vous appelez ça des choix politiques, j'entends bien, moi je vois plus du bricolage, parce qu'on arrive à des incohérences dans lesquelles une piscine, elle est gérée d'un côté par une commune, d'autre côté par une communauté de communes, et on ne sait pas trop pourquoi il y a une différence. Ça participe quand même pas d'une vision globale pour les citoyens, pour leur donner un peu de cohérence, pour leur faire comprendre le système politique dans lequel on est. Moi je dis ça. Et la deuxième chose, c'est que vous prenez la piscine de Cabriès par exemple, quand elle est gérée à l'échelle communale, et que vous habitez à Calas, et vous payez un tarif qui est bien plus élevé parce que Cabriès considère qu'à partir du moment où vous ne faites pas partie de la commune et que vous n'allez pas gérer les charges de cette piscine, vous allez payer. Et vous voyez que l'intérêt communautaire, entre guillemets, là, il commence à... C'est chacun pour soi, on se referme sur sa commune, etc. Donc il y a quand même un débat politique à avoir tous ensemble, entre guillemets, parce que quand une commune se dit « moi, c'est mon choix à moi », elle peut impacter aussi les autres communes. Le choix qui s'est posé, effectivement, a été analysé quand même par la communauté, puisqu'il a fallu que ça passe dans des bureaux communautaires, que ça passe ensuite au conseil communautaire, et que ça soit validé, c'est ce qu'on est en train de faire aussi, par l'ensemble des communes de la communauté. Expliquez-moi les choix qui ont amené à ça, à part me dire c'est Mme Joissin qui a décidé. Moi, les choix, c'est pas d'abord, je ne suis pas conseiller communautaire, donc j'ai pas de choix à vous donner, mais c'est comme ça que ça s'est fait. La commune peut demander à récupérer. Mais je suis désolé, c'est aussi un choix stratégique. La commune peut demander à récupérer un équipement qui est sur sa commune et dire je peux en assurer la gestion et les charges. Je peux en assurer, c'est ce qu'a dit la Villeneuve, je peux en assurer la gestion et les charges. Bénéficie des recettes. Et ça a été voté à l'unanimité le 10 juillet à l'occasion du conseil communautaire. Vous aviez 36 communes. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces mécanismes ? Non ? Pour ma part, je m'abstiendrai parce que je ne vois pas les critères qui me paraissent clairs. Madame le maire, je sais, mais il n'y a plus de questions. Je ne participerai pas bon, nous passons au vote. Ah non. Je ne participerai pas. Oui. Je ne participerai pas. Je vais y arriver. Je ne participerai pas au vote. Parce qu'elle est concernée. Voilà. Bien, donc, qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 et 11. Ah non, Guillaume, tu ne participes pas au vote. Voilà. Parce qu'il est président du gouvernement.
Donc, Daniel Ouiran, convention de servitude entre ERDF et la commune de Fugou. Accordement en haute tension, les 4 termes. Voilà, là, il s'agit d'une convention avec ERDF en ce qui concerne le raccordement en haute tension du futur parc photovoltaïque qui va s'installer sur le territoire de Madame d'André, qui est une parcelle qui appartient à la commune. Donc en fait, ERDF qui va installer donc, le câble souterrain sur 50 mètres et puis le poste qui va être installé donc, par Urba Solar qui va construire le parc photovoltaïque. Alors je vous passe sur toutes les contraintes et donc c'est autorisé, donc Madame le maire a signé donc, cette convention et notamment les documents nécessaires à la constitution de servitude des parcelles. Ces servitudes sont fixées à 20 € forfaitaires à l'année. Hein. C'est ça, c'est à l'année, non les 20 €. C'est une seule fois. Voilà, donc on avait espoir que ce soit toutes les années. Voilà, vous avez un plan qui est annexé. Hein. C'est au bout de la zone d'activité de Béasque. Des questions à l'avenir? Plutôt le sujet connexe là l'installation des panneaux, est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que commencent les travaux et quand est-ce qu'on a prévu de démarrer l'exploitation? Alors au niveau des travaux, les travaux sont prévus en deuxième trimestre 2016. Peut-être qu'ils feront une petite installation avant. Et là, actuellement, nous sommes en train de travailler sur le bail emphytéotique. Le permis a été accordé. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, donc l'affaire suit son cours. Et le démarrage? Démarrage certainement au mois de mars. De la production. Démarrage, quand je dis l'installation du chantier. Le démarrage de production. Ah, la production? Oh, c'est quelque chose qui va durer 4 à 5 mois. La construction, c'est pas très important. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Alors, nous passons au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. C'est bon. Alors, 4.2, Daniel, encore réalisation entrée de ville, chemin d'Aix à Calat, convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. Voilà, ça c'est une faculté qui est récente au niveau des entrées de ville à la CPA et pas mal de communes l'utilisent. Donc c'est-à-dire de récupérer, plutôt que de s'insérer dans une pile de dossiers, puisque le service des entrées de ville à Aix, la communauté, ne produisent qu'une dizaine d'entrées de ville par an. Donc là, c'était la possibilité par ces conventions-là de mettre à disposition l'argent, puisque l'argent y est, directement à la disposition des communes qui deviennent maîtres d'ouvrage de l'équipement. Et la totalité de l'investissement est réglée donc par les fonds de la communauté d'agglomération. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de réaliser une entrée de ville au niveau du cimetière sur le 56E, c'est-à-dire juste à l'arrivée dans Fugou, hein, si vous voyez ce qu'on appelle le nouveau cimetière. Hein. Donc l'entrée de ville, le rond-point se situerait là. Et on en profiterait de rapatrier le chemin d'Aix, qui aujourd'hui a une sortie très difficile, notamment pour descendre sur le village, ou alors faire un demi-tour sur le 56E, qui est vraiment très problématique. Donc ce rond-point se situerait juste avant le cimetière et récupérerait le chemin d'Aix. Bien sûr, on aurait aussi un accès au cimetière, c'est-à-dire le parking d'aujourd'hui, qui serait un petit peu remodelé. Là, il serait redispatché sur la parcelle que l'on va récupérer. Voilà, donc il s'agit de... Qu'est-ce que
j'ai un peu tout dit là. Hein. Voilà, donc la création du carrefour giratoire, l'aménagement de trottoirs. Alors là, par contre, l'aménagement de trottoirs va descendre jusqu'à où se sont arrêtés les travaux qu'on avait fait dans le cadre du chemin de baie de Sourda et du cheminement handicapé qui monte au cimetière. Donc tout ça, ça va être encadré jusqu'à cette entrée de ville. Le traitement des accès privés, bien sûr, de la voie publique, le traitement du réseau pluvial de la voie, requalification paysagère et l'adaptation de l'éclairage public et de la signalisation, et également la mise en place de deux abribus, un à la fois en descendant sur Féo et l'autre de l'autre côté. Hein. Donc ce qui nous permettrait de sécuriser vraiment ce secteur-là qui aujourd'hui, notamment en matière de vitesse des véhicules, ça fait un peu peur lorsque on veut sortir du cimetière, surtout qu'on ne veut pas y rester de suite, et ça c'est une petite boutade. Mais c'est vrai que les voitures qui descendent de la ligne droite descendent à forte vitesse. Et cet équipement permettrait certainement d'obliger à ralentir. Voilà, donc les obligations de la commune, bon, c'est tout listé là. Donc, le coût prévisionnel du programme de réalisation des travaux a été estimé à 896 500 € hors taxe par les services de la CPA, soit 1 075 800 € TTC. À la notification de la convention, une avance sera versée à la commune d'un montant de 50 000 € qui pourra occasionner la commune de démarrer au moins les études de faisabilité, pas de faisabilité, mais de mise en forme d'un futur DCE, de consultation des entreprises. Voilà. Donc il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Madame le maire à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'entrée de ville chemin d'Aix, la Calade, entre la CPA et la commune de Fluo. Pourquoi elle s'appelle temporaire? Pardon? Pourquoi ça? Ben, c'est pendant le temps des travaux. D'accord. Voilà. Voilà, c'est uniquement pour ces travaux-là. D'accord. J'ai une question. Essayez de poser ma question. C'est le pire en La prochaine, On va pas y arriver ce soir. Je suis désolé. Tu peux boire? Sauf erreur de notre part, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ce rond-point. J'entends, vous dites qu'il y a des problèmes de sécurité liés au chemin d'Aix, plus l'histoire des abribus, donc ça, on entend ces problématiques-là. Par contre, on voit apparaître un nouveau rond-point pour 1 million d'euros, alors payé par la CPA, donc on va dire c'est bien, c'est pas nous qui payons, mais une fois de plus, on voit apparaître ce besoin-là, alors qu'il n'a jamais été discuté en tout cas. Enfin, moi, je n'en ai pas souvenir. Je viens, et en plus, même avant 2014, je venais à quelques conseils municipaux, mais ça ne me dit rien du tout, ce rond-point-là en tout cas. On n'en a jamais discuté. Le besoin de sécurité, il peut apparaître réel. Après, est-ce que la solution, c'est encore un rond-point une fois de plus, à cet endroit-là, pour 1 million d'euros? Ça c'était ma première question. Est-ce que c'est bien Fulvio qui l'a demandé, entre guillemets, et quand? Entre guillemets. Oui. Et depuis quand date cette demande, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions alternatives? Donc, il y a plusieurs années en arrière, vous pouvez vous rapprocher de M. Michel Demoulin, qui était le président du CIQ à l'époque, Sainte-Victoire, si mes souvenirs sont bons. On a fait plusieurs réunions là-dessus, sur la sécurité notamment des abribus, les enfants qui allaient à l'école le matin, les éclairages, tout ça. Nombreuses fois, des demandes ont été faites de faire quelque chose à cet endroit-là. Et puis, bien sûr, il y avait aussi le problème de circulation et du carrefour du chemin d'Aix qui était sous-jacent. Hein, personne ne le demandait, mais il fallait quand même le régler. Hein. Donc tout ça, ça fait l'objet de beaucoup de courriers à nous, enfin à Madame le maire, quoi. Et puis un certain nombre de courriers au conseil départemental, qui s'appelait conseil général à l'époque, pour savoir quel dispositif de sécurité on pouvait mettre en place à cet endroit-là. Donc la seule réponse qu'on nous donnait, c'était vous virez les abribus. Comme ça, les enfants, ils iront un peu plus loin, ou alors les parents les descendront en ville, ils seront en sécurité. Réponse du conseil général? Oui, oui. Bon,
J'ai parlé fuvelé là, mais parce que la lettre elle est quand même mieux tournée. Mais sur plusieurs années, donc ces remontées ont été faites. Et même déjà avec M. Bonfillon, on avait fait la demande à la communauté d'agglomération d'une entrée de ville à cet endroit-là, qui était venue en rang 2 ou 3, puisqu'on avait d'autres travaux aussi, notamment il y a la Rocaude qui fait partie des entrées de ville demandées, il y a l'arrivée de la route de Belcoden qui fait partie aussi des entrées de ville demandées. Tout ça faisait l'objet d'une liste de travaux, et donc par ce biais-là, la communauté nous a dit, écoutez, si vous voulez vraiment avancer vite, il y a la possibilité de la convention d'un transfert temporaire, et c'est ce que nous avons fait. Alors le choix il a été vite porté, par rapport à la Rocaude où ça se passe assez bien. Le 46B, bon, il y a un trafic, mais il n'est pas à la hauteur de celui-là. Il y avait le problème des abribus. Bon, on a décidé, Madame le maire, de se porter volontaire là-dessus pour faire le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. Voilà. La solution proposée, elle convient au Sécu. Ils sont d'accord pour un rond-point, etc. C'est vraiment la seule solution, à part les millions de casse-vitesse à mettre, c'est la seule solution qui va permettre vraiment de faire freiner les gens au bout de la ligne droite, ça c'est certain. Parce qu'un tour à gauche, ça fait pas, on ne va pas dire que ça fait vraiment freiner. Et de cette façon, on résolvait aussi le problème de la connexion du chemin d'Aix sur le 56E qui, je le répète encore aujourd'hui, dessert un quartier qui est quand même assez urbanisé, anciennement, puisque c'est l'ancienne zone NB, mais il y a quand même pas mal de personnes qui vivent là-bas. Et puis le chemin d'Aix, quand même, qui reçoit une circulation plus accrue, parce que ça fait comme, on va dire, un court-circuit de la 96. Alors, il a été beaucoup emprunté pendant les travaux, aujourd'hui un peu moins, mais ça reste une route qui est quand même bien fréquentée. C'est peut-être un des chemins communaux les plus fréquentés. À mon avis, un des plus dangereux, effectivement, parce que les gens roulent vite, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire des choses sur ce chemin-là pour que ça ne soit pas justement un contournement trop fréquenté entre les lignes? Voilà. Donc là, déjà, le piquage du chemin d'Aix, ça sera déjà une bonne chose. Et notamment, toute l'architecture qui existe aujourd'hui, Villers, avec le bout du chemin de la carrière des Arlésiens, qui sort, pour sortir, il faut amener le nez de la voiture. Enfin, tout ça, c'est quand même, on essaie de l'améliorer à travers des travaux comme ça. Le Sécu valide ce projet, c'est ça? Le Sécu local valide ce projet. C'est vrai que c'est pas trop reproché, mais ça s'est fait très vite. Là. Parce que nous avons voté, il n'y a pas très longtemps, que la délibération de la communauté du Pays d'Aix, donnant la possibilité aux communes de devenir maîtres d'ouvrage, a été votée. Ça a été vraiment tout récent. Donc ça a été vraiment d'une urgence avant que la commune. C'est ça. Parce que là, je me disais, on n'est pas un mois après. Prendre le temps de discuter avec le Sécu et puis après valider le projet. Là, pour obtenir la signature de la convention, il faut le faire le 31 décembre. Parce que la CPA disparaît. Il y en avait un, du coup. Le donneur d'ordre disparaît, oui. Voilà. Il me paraîtrait important de rapidement provoquer une réunion avec le Sécu, moi, pour On va en parler. converger. Oui, sûrement, on en fera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, encore Daniel, acquisition des parcelles BD 107, 108, 109, 110 à la Fousse. Alors là, je le résume complètement, la délibération. Vous savez qu'il avait été constitué une ZAC à l'époque. Il y a même dans les années 90, qui devait recevoir d'ailleurs un certain nombre, même un nombre très important de logements. Donc nous, quand nous sommes arrivés aux affaires en 2001, je remonte,
les CIQ de l'époque, c'est-à-dire le CIQ de la Fuchs, était en contentieux avec l'aménageur de cette ZAC-là. Donc pour trouver un terrain d'entente, on avait donc changé l'objet de la ZAC, enfin pas l'objet, on avait changé la constitution de la ZAC pour recevoir ce qui se faisait à l'époque, dans les années 2000, une forme de lotissement avec des lots importants. Et nous étions passés de 56 logements, la dernière version de l'année, à 20 lots, plus un lot qui devait recevoir 4 logements sociaux, voilà, qui représentaient à l'époque, bien sûr, les 20% de ce qui nous était imposé à faire. Voilà. Donc, ça c'était la ZAC, et il était compris, bien sûr, dans la ZAC, que les équipements publics qui étaient fabriqués par l'aménageur étaient rétrocédés une fois que la ZAC était réceptionnée par les services de la commune, était rétrocédée à la commune. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a le bassin de rétention, si on prend le plan, ici, là. Vous avez le bassin de rétention qui est en bas, et vous avez toutes les voiries qui constituent aussi une parcelle. Voilà. Donc l'objet de la déligue, c'est de récupérer ces parcelles-là, qui représentent quand même 3839 mètres carrés en totalité, à l'euro symbolique. Et on autorise Madame le maire, par ce biais, à aller signer l'acte auprès de l'étude de Jérôme à Tresse. Des questions à Daniel? Qui est pour? Merci beaucoup. Encore Daniel. Autorisation donnée à Madame le maire de déposer des déclarations préalables, permis de construire ou de démolir. Nous avons fait une seule délibération, mais nous voterons successivement, chacune d'entre elles. Voilà, donc il y a une autorisation donnée à Madame le maire pour réaliser la réfection partielle de la toiture des vestiaires du stade Paul Prieur. Donc c'est dans le secteur ABF, donc il faut absolument déposer le permis, et donc c'est Madame le maire qui dépose le permis, donc il faut qu'elle soit désignée par le conseil municipal. Le deuxième dossier, c'est la réfection de la toiture de l'hôtel de ville, pareil, où dans certains bureaux, on prend l'eau quand il pleut, hein, voilà. C'est pour ça qu'elle est malade aujourd'hui. Ensuite, la démolition du bar du course, également, qui fera l'objet d'un permis de démolir, parce que nous sommes dans le secteur ADF, et la démolition du bâtiment du dojo, des hommes pour tous. Alors, c'est en dehors du secteur ABF, mais il faut savoir que lorsque une commune dépasse 10 000 habitants, les permis de démolir sont obligatoires sur toute la commune, et pas uniquement dans le secteur qui est frappé par les bâtiments de France, c'est-à-dire le secteur sauvegardé. Et enfin, le dernier, c'est un dépôt de permis de construire pour la construction d'un garage couvert aux services techniques municipaux, afin d'abriter du matériel qui, depuis bien longtemps, depuis quelques années, dort dehors. Voilà. Y a-t-il des questions? On va commencer par une remarque, et puis après on enchaînera par les questions. Le stade, effectivement, il est aussi, comme certains bureaux, dans un état où il est vraiment nécessaire d'intervenir, quoi. C'est ce qu'on fait. Voilà. Donc là, on approuve. Merci. À propos du stade, est-ce qu'il y aura d'autres travaux envisagés, comme de l'éclairage ou autre? L'éclairage, on le pense suffisant aujourd'hui. On va même peut-être essayer de le réduire et peut-être d'essayer de le partager, le stade, en deux. Est-ce qu'il soit éclairé en totalité jusqu'à des heures avancées de la nuit.
discute point par point ou on discute on les vote au fur et à mesure comme ça avance? Bien, alors, on va voter sur la première, à savoir la modification partielle de la toiture des vestiaires du stade. Puis après, on passera au... etc. Bon, alors, donc pour les vestiaires du stade, qui est pour? Merci beaucoup. On passe à la toiture de l'hôtel de ville. Karine, bientôt. Vous n'aurez plus besoin de parapluie dans votre bureau. Alors, y a-t-il des questions là? Non? Allez, nous passons au vote. Qui est pour? Merci. Alors, troisième, démolition du bâtiment du parc du Cours. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Parola. Je pense que en matière, c'est un débat qu'on a un peu commencé lors de la réunion publique de présentation du projet Centre-Ville. Et puis ça rejoint, il y a d'autres points, il n'y aurait pas que celui-là. Mais au moins dans cette matière-là, je pense que une place, en matière d'urbanisme, une place est vraiment structurée comme un espace public en fonction des bâtiments qui la structurent. Avant, la place de l'église, avant c'était la mairie, mais c'est passé maintenant à la maison des associations, qui est difficile, qui n'est pas franchement structurante, parce que c'est pas la grosse maison des associations accessible, parce qu'elle est difficilement accessible. Voilà, donc c'est pas un établissement structurant d'une place, de ses activités, de son identité. Donc quand il n'y a plus de mairie, quand la maison des associations ne joue pas ce rôle-là, les bars et donc l'activité de convivialité jouent ce rôle-là sur une place. Une place ne peut vivre comme espace public partageable par tous, les piétons, les familles, les enfants. Elle est faite par ce qui la structure autour. Et c'est vrai qu'on remarque quand même depuis des années que, à part après le bar de France qui a disparu, voir disparaître le bar du Cours, c'est quelque chose quand même qui doit nous poser question. Parce que cette place ne deviendra certes une place, mais c'est une place qui est structurée uniquement par le bar des Joyeux. Voilà. Se poser cette question-là, c'est-à-dire de réfléchir tous ensemble et à long terme pour savoir ce que deviendra cette place et ce que deviendra l'avenir de Fuveau, dans le développement de ces espaces publics et quelles sont les structures, que ce soit des cafés ou des commerces, ou que ce soit d'autres types. La maison d'association peut être aussi démolie pour reconstruire quelque chose de plus conforme, de plus grand, avec plus d'accessibilité. Pour que les associations fassent vivre aussi cette place, que ce soit un lieu de rassemblement, ouvert, on pourrait imaginer ce qu'on veut. Donc, je trouve que cette façon dont a été décidée la démolition du bar du Cours est quelque chose qui manque de concertation et de discussion autour de ça. Alors, on nous a répondu à la première réunion, moi j'avais posé la question, et puis ça a été posé aussi après par des fuvelins à la deuxième partie de la réunion. Il a été répondu qu'elle était vétuste. Alors, autant le dojo, il y a un avis de péril imminent, autant le bar du Cours n'y est pas. Donc je suppose qu'il n'y a pas de péril imminent et que donc on pouvait éventuellement se poser la question, peut-être, puisque comme ce bâtiment appartient... C'est des pistes, je n'ai aucune certitude en matière, c'était juste la discussion. On pouvait peut-être se poser la question de dire, comme c'était un établissement communal où il y avait un bar-tabac et un bar avec une belle terrasse, avec une ancienneté et des beaux jolis espaces pour faire fonctionner un bar correctement, on aurait pu, plutôt que de payer des indemnités pour virer les commerces, supprimer le bail, faire des indemnités par rapport au bail, plus l'argent de démolition, on aurait pu se poser la question ensemble, puisqu'il n'y a pas de truc de péril, sur la rénovation de ces bâtiments, par exemple. De la même façon que si vous maintenez votre volonté de le détruire, on pourrait se poser la question de par quoi on le remplace. Il y a des milliers de choses qu'on pourrait faire à cette place-là, et en particulier l'absence de lieu pour des commerces, l'absence de lieu pour la vie, la vie associative, ça pourrait être l'endroit aussi d'une grande maison des droits, du social, avec d'un côté le pôle social, de l'autre côté les associations. Il y a des multiples choses qui pourraient structurer cette place. Ça manque de discrétion pour aller susciter un pôle social pour les gens qui consulteraient. Un pôle social n'a pas à être discret. Un pôle social, c'est une maison des droits. Le pôle social, pour ta gouverne, ce n'est pas un lieu pour les pauvres. Non, le pôle social, c'est un lieu d'information et d'accès aux droits. Ce n'était pas c'est-à-dire informer, par exemple, tous les vieux de la commune ou toutes les personnes âgées qu'il existe des possibilités d'aménagement du logement, etc. Alors, je finis. Non, mais moi, je finis mon propos parce que pour ma gouverne, J'aimerais finir mon intervention. J'ai presque fini. Ah, oui, chouette.
Mais qu'est-ce que c'est nul de dire chouette. Ben, tant mieux. Oui, bah non, alors là, voilà, je ne finis pas, vous avez compris ce que je voulais Voilà, dire. très bien. Je trouve odieux cette attitude. Pour ma gouverne. Odieux cette attitude. Odieux, c'est pas odieux pour ma gouverne. J'ai même pas fini. Elle non plus, moi non plus. Bon, on poursuit. Madame Parola, vous poursuivez, je comprends. Moi, je voulais juste Ouais, dire que moi, Madame je voulais- Arnaud parlait toujours des problèmes des gens pour aller vers les services sociaux. Donc, mettre un service social sur la place, c'est peut-être pas très pertinent. On n'a pas la même notion du pôle social. Voilà, Ben, c'est Nathalie tout, Arnaud hein. n'avait pas la même. Alors, ceci étant terminé, puis après, le débat sera ouvert. Je voulais juste dire que si vraiment vous prenez la décision de On le va faire démolir, ce qu'on a décidé. ça serait bien qu'on discute ensemble de qu'est-ce qu'on va mettre à la place pour structurer cette place. Voilà, c'est tout. Première chose, avant que Daniel ne vous réponde aussi, on va y réfléchir certainement, mais l'avis de péril, il existe sur ce bâtiment. Donc, on est aussi obligé, on est exactement dans la même configuration. Voilà. Il existe aussi dans ce bâtiment. Il est établi, Moi, j'ajouterais il est établi par qui? Attends, j'ajouterais quand même par rapport à ce que vient de dire Arlette sur la structure d'une place, c'est fonction des bâtiments qui sont autour. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que le bar du course, aujourd'hui, il fermait la place. Il n'ouvrait pas, il a fermé complètement. Lorsqu'on a une rue en plein centre-ville qui fait même pas 4 mètres de large, je veux dire, c'est plus une rue. Quand on est au pied d'un bâtiment qui justement à cet endroit-là risque de s'effondrer et où on coince tout le système, moi je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas à se poser la question, est-ce qu'il faut le garder, le rénover? Il faut vraiment le virer à un moment donné, au moins pour élargir la respiration de la place. Après, quant à dire par quoi on le remplace, alors ça a été un débat qu'on a eu chez nous longtemps, on a eu ce débat, notamment avec les personnes qui s'occupent de l'économie et du commerce. Il y avait la possibilité, il y avait la demande surtout de réaliser des nouvelles surfaces commerciales. Ok, oui, pourquoi pas. Donc on réaliserait des nouvelles surfaces commerciales, c'est pas non plus le but de la municipalité de les construire, mais passons là-dessus. Donc on aurait fait des nouvelles surfaces commerciales et à côté de ça, on laisse quand même un certain nombre de maisons se fermer sur le course. On les laisse fermer. Je pense que le travail il est plutôt là, plutôt que d'aller fabriquer encore des nouvelles surfaces qui, je ne sais pas si elles recevraient des nouveaux commerçants, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un attrait pour un commerçant, un nouveau commerçant s'installer. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui fasse dire, ben oui, à Fuveau, on peut quand même travailler, donc on va s'installer. Et je pense qu'au fil du temps, on a même certains cabinets aujourd'hui qui risquent de se fermer aussi. Donc on va continuer avec une place du course qui petit à petit, les espaces qu'on pourrait utiliser se ferment, et à côté de ça, on construit quand même à côté. Donc il y a un moment donné où il a fallu prendre, c'est vrai, le choix de dire, on rase cette bâtisse qui est quand même frappée de péril aussi, surtout sur la dernière étage, mais on va faire en sorte de travailler aussi sur la récupération de ces bâtiments qui partent à la fermeture ou ne serait-ce qu'à la seule habitation. C'est-à-dire que les rez-de-chaussée, eh bien, on les transforme plus volontiers, et ça les propriétaires privés féolènes ne s'en privent pas, préfèrent, dans un garage ou dans un commerce, ils préfèrent faire un petit logement plutôt que de continuer un commerce. Donc nous, le travail, on a dit qu'on allait le faire aussi là-dessus. C'est pas seulement sur l'aménagement d'une place ou le parking. On va le faire aussi sur les rez-de-chaussée que l'on a, sur cet espace qui est vivant. C'est le seul espace qui reste un peu vivant de Fuveau. Vous le comprenez pas? Bon, je résume ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que nous sommes en train, nous, personnellement, enfin,
équipe de rencontrer des gens. On va essayer, on essaie, hein, c'est pas gagné, de rencontrer des gens qui éventuellement pourraient, c'est pas gagné, hein, voilà. Mais on est en train d'essayer de faire ce travail pour justement raviver le côté effectivement commerçant. Et d'autant plus que beaucoup de gens seront obligés d'aménager pour tout ce qui est commerce et tout ce qui est profession libérale, puisque maintenant ils sont tenus à avoir des locaux accessibles au handicap, et ce à tout handicap, qu'il soit moteur, sensoriel, enfin tout handicap. Donc ils sont tous en train de se poser des questions, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on ne reste pas, est-ce qu'on peut l'aménager, est-ce qu'on ne peut pas l'aménager. Donc on est enfin, pour ceux qui nous le demandent, on essaie de les aider, mais c'est toujours relativement difficile, mais dans ces démarches-là. Voilà. Et il n'y a pas que la personne dont vous avez cité le nom, il y en a d'autres aussi. Et celle-là sera contactée, je ne sais pas. Pour compléter un peu le propos, là, l'avis de Péril, c'est une commission, là, c'est ça, qui est passée et qui a déposé cet avis. Il est sur l'avis de Péril, il est sur l'étage. Hein. Sur le dernier étage. Il a été déposé par qui? Par la police. Municipale. Ouais. Et on a tout un tas de contrôles qui font état de gros problèmes sur le bâtiment. Quoi. Il doit y avoir un avis technique quand même sur un bâtiment qui... Oui, bien sûr qu'on a un avis. Donc c'est pas la police qui a cet avis technique. Hein. Un architecte ou de quelqu'un dont c'est le métier, entre guillemets, Vous savez, quand on a récupéré les bâtiments dans les vieux quartiers, on n'a pas demandé à un architecte, quoi. On a déclaré le péril parce qu'il était en péril. Et par contre, au bord des courses, on a des commissions de sécurité qui passaient régulièrement. Mais voilà, c'est ce qu'on vous demande. Qui disaient qu'il y avait un gros souci. Soit on faisait d'énormes travaux, soit il ne fallait pas rester comme ça. On ne pouvait plus accepter du public là-dedans. Que le bâtiment ne reste pas en l'état. Personne qui le demande. Qu'il fasse faire des modifications significatives, parce que si c'est un équipement recevant du public, il va falloir mettre un ascenseur, etc. On pourrait même imaginer refaire une belle poste à Fibo, ça serait pas un luxe d'avoir une belle poste à Fibo, par exemple. Et une maison, et à l'étage, une maison des droits, comme le disait Arlette, etc. Enfin, il y a plein de possibilités, entre guillemets. On voit bien que lors de la réunion publique, s'est posé la question de l'accès au parking en disant est-ce qu'il faut faire un accès par la maison existante ou est-ce qu'il faut profiter de la pente pour faire un accès. Et on voit bien que la question elle a quand même été légitime et elle mérite réflexion et je pense qu'elle fera partie. Ça sera une des réflexions à remettre dans le débat lors de l'évolution du projet là en janvier. Donc, on voit bien qu'on n'est pas encore complètement stabilisé sur qu'est-ce qu'on veut faire de cet endroit-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est amusé. Ce que disait Arlette, c'est quoi une place? En fait, ce qui fait une belle place, c'est le fond de place, c'est-à-dire c'est les bâtiments. Les places, la place des Vosges, elle est belle parce qu'il y a des bâtiments, vous enlevez les bâtiments, ça fait un terrain de foot, c'est plus joli. Voilà. Donc les bâtiments, ils ne sont pas forcément très jolis en tant que tels, en tout cas, mais par contre, le fait d'avoir ces 4 bâtiments fait qu'on a un cours l'idée qui est une belle place. Peut-être qu'effectivement, il réduit la taille, effectivement, parce que le bâtiment n'est pas bien placé. On s'est amusé à l'enlever, ce bâtiment, et à regarder ce que ça donne en termes de visuel. Je ne sais pas si vous l'avez fait aussi, ou si les architectes l'ont fait. C'est intéressant de voir qu'il y a une espèce d'espace vide, et puis on voit la maison du fond qui a une espèce de mur blanc. Voilà, donc ça fait une espèce de zone dans laquelle on ne voit pas la Sainte-Victoire, on ne voit rien, parce que la pente ne correspond pas, on voit une espèce de mur blanc dans le fond. Et donc la perspective, ou la qualité de la place qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, on a le sentiment qu'on va la perdre demain en enlevant cette bâtisse. Purement, entre guillemets. Donc ça, à mon avis, ça mériterait qu'on y réfléchisse tous ensemble sur, si on l'enlève parce qu'elle n'est pas en état, parce qu'elle ne peut plus recevoir du public, parce qu'on peut voir l'accès autrement, parce qu'on a besoin de récupérer de la place pour cette route, ça mériterait aussi de dire, qu'est-ce que ça va donner, une fois que je vais enlever cette perspective, ça va donner quoi, et qu'est-ce que je pourrais proposer comme pour un projet qui, à la fois donne une belle perspective à cette place, parce que ça reste un lieu de vie, permettre d'en faire des lieux, alors peut-être pas des commerces, comme tu le disais, parce que vous avez d'autres idées pour garantir ce commerce de proximité et cette lieu de vie, mais au moins des lieux de vie comme la Poste, une maison des droits, des lieux pour les associations, je pense qu'on n'en manque pas. On en manque. Donc il y a plein de possibilités, entre guillemets. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire, entre guillemets, mais on voit bien que
le sujet, il n'est pas complètement abouti, quoi. C'est ça, à mon avis, la question. Moi, je vais parler très technique. Pour avoir une aération, ne serait-ce que sur une voirie et un cheminement piéton adapté, on doit passer de moins de 4 mètres à 10 mètres, enfin 9 mètres des poussières. Ça veut dire que la bâtisse du bord du cours d'aujourd'hui, elle est pétée de moitié déjà, que pour faire ça. En largeur. Que pour faire ça. Voilà. Donc en fait, on ne va pas gagner un espace fantastique dans le cours. Il faut croire qu'il y a beaucoup de surface. Il y a beaucoup de surface en étage, dans le sous-sol, mais en réalité, dans le bâtiment lui-même, il n'y a pas énormément de surface. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est que si on reste dans les murs actuels, c'est clair que vous pouvez avoir de la surface, mais on ferme, on garde le cours fermé. C'est-à-dire c'est une place qui est fermée. C'est pas une place, comme vous l'avez cité tout à l'heure, je ne sais pas où, je ne connais pas où les voir, je l'ai inséré. Voilà. Ça, je veux dire... Allez à Aix et vous verrez que les places, elles sont belles parce qu'il y a des façades. Oui, mais il y a aussi des ouvertures, qui sont plus larges que la pitorie de... Ce qu'on veut bien entendre, là, c'est cette histoire d'élargissement de la voie, parce qu'on voit bien que c'est une espèce de... Voilà. Donc, le cheminement sécurisé pour les enfants, il sera, on travaille vraiment là-dessus, quoi. Oui, mais je pense que peut-être pas 10 mètres, et peut-être pas 4 non plus, mais peut-être pas 10, et que demain, il y a peut-être une alternative avec 7 mètres qui ont fait quelque chose de suffisamment aéré, et qui permet d'en faire un bâtiment qui ferme cette place. On récupère le petit chemin là qui est la servitude qui sert à rien aujourd'hui, etc. Et on en fait quelque chose d'intéressant. Au niveau projet, c'est vrai que les architectes vont se pencher là-dessus. C'est évident qu'ils ne vont pas laisser la route comme ça. Ils proposeront des aménagements, mais qui va donner de l'aération à cette place. Parce qu'il y a aussi les trottoirs. Donc si on va jusqu'au bout de la démarche, on a beaucoup écouté. On n'a pas fait qu'entendre. C'est important ça, on a même écouté, vous voyez. Donc on a beaucoup écouté toutes les personnes, que ce soit les commerçants, les élus, bien sûr, les gens du coin, voilà. Donc on a écouté tout ça et puis on remet les bureaux d'études au travail, justement pour essayer de traduire en plan et en image tout ce qui a été dit. Parce que la majorité des points qui ont été demandés, ce sont des points, vraiment des petits points d'aménagement. Des petits carrefours, des places-ci, des places-là. Quand je parle des places de voiture, je veux conserver des places devant mon commerce. Enfin, c'est beaucoup des trucs comme ça qui ont été demandés. La remise à double sens de l'avenue de la Gare, enfin, de Célestin Barthélemy. Tout ça, ok, on y va, on le fait. On le fait. Ça occasionnera peut-être l'obligation de mettre en place un carrefour à feu, mais bon, il faudra passer par là. Mais on le fait parce que bon, les gens le demandent et qu'on va aller vers là. C'est en opposition par contre à ce que certaines personnes demandent, notamment une zone piétonne totale. Où effectivement, si on met une zone piétonne totale et en conservant le bar de course, alors là on bloque le village complètement. Donc enfin, notre souhait c'est de ne pas aller vers là. On veut que le village respire et que les commerces puissent fonctionner d'une façon plus agréable qu'aujourd'hui. Rapidement, une question. Rapidement. Oui, rapidement, parce que c'est un long débat. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'il y ait, qu'on mandate un bureau d'urbaniste pour réfléchir sur le développement de FUVO, l'extension des espaces publics et la façon dont on peut structurer les places publiques avec des bâtiments publics, avec pourquoi on ne mettrait pas un pôle culturel sur une place, pourquoi on ne transformerait pas le rond-point de la pharmacie d'en bas en nouvelle place publique, pourquoi on n'y mettrait pas des bars, voilà. Je pense qu'il n'y a que les urbanistes qui sont capables de réfléchir ça aujourd'hui et qui nous donneraient des orientations pour les années à venir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le fait d'avoir une belle place ouverte avec une belle vue sur la Sainte-Victoire qui structure une place. Cette place, soit elle est agréable parce qu'elle a des bars
plusieurs, des restaurants où les gens viennent se promener, ce qui encourage le petit commerce de proximité. Et d'ailleurs, toutes les villes le réfléchissent comme ça aujourd'hui. Et en particulier sur la question de la piétonisation. Les villes aujourd'hui disent, quand les gens viennent en ville pour le petit commerce de proximité, ils y viennent pour la convivialité, pour la beauté des lieux. Et Fuveau est un beau village pour les manifestations qui s'y déroulent. Donc si les gens viennent en ville pour ça, il faut pouvoir prévoir tout ça. Quels seront les espaces publics où il y aura des bars? Et c'est pas en allant demander à tel ou tel qui depuis 40 ans ferment leurs espaces parce qu'ils n'ont pas envie de les louer, ni de les vendre, ni de les donner, j'en sais rien. C'est une réflexion de la ville. À quel endroit on pourra laisser s'installer des bars et au moins déjà de ne pas supprimer ce qui existe. Voilà. Pour moi, une place, c'est pas simplement une belle vue, parce qu'à ce moment-là, ça va devenir un driving, on ira chercher son McDo en bas à la ZAC, et on viendra le manger sur le parking pour voir la salle Victoire. C'est pas ça une place. Une place, c'est des endroits où il y a des bars et des cafés, et s'il n'y a pas de bars et des cafés qui s'installent, ben c'est que la mairie y installe autre chose. Une maison des associations, une salle de théâtre. Enfin, c'est ça que disent les urbanistes. Et les urbanistes aujourd'hui, ils disent pas rentrons en voiture au centre-ville dans les villes qui sont jolies et qui sont différentes des centres commerciaux. Elles disent faisons des tas de petits parkings tout autour de toutes les entrées de ville et réfléchissons des zones semi-piétonnes. Semi-piétonnes. Pas piétonisation complète, mais semi-piétonnes. Tout ça, je pense qu'on n'est pas experts, tous autant qu'on est, pour avoir cette réflexion-là qui est indispensable à long terme sur le développement intérieur de Fuveau. C'est tout ce que je veux dire. Je pense qu'on aurait pu, avant de faire ces projets-là, ou de supprimer le bar, ou plutôt que de faire des margelles avec des jolies fleurs à la place du bar plutôt qu'un autre bâtiment, je pense qu'un avis d'expert, un cabinet d'urbanisme, on pouvait le payer. On paye des ronds-points à 1 million, on peut payer un cabinet d'urbanisme sur le développement futur de notre ville. Voilà, c'est tout. Alors le rond-point à 1 million, il est quand même remboursé intégralement par la communauté d'agglomération. C'est pas les Fuvelins qui le payent. Deuxièmement, vous n'étiez pas aux affaires, mais il y avait quand même l'école d'architecture d'Aix, l'IAR, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de l'Institut d'aménagement régional, qui ont travaillé quand même pratiquement 2 ans sur Fuveau et la Barque. D'accord? Donc ce sont des étudiants, mais qui ont sorti de très belles choses. Et effectivement, personne n'est arrivé à nous dire qu'il faut passer sur une zone piétonne dans le village. Bon, après c'est votre vue de la chose, mais elle est respectable, nous ne la partageons pas, c'est tout. Et dernier truc, c'est que dans l'année 2016, on n'a pas encore décidé, moi je ne veux pas trop m'avancer, on a mis en chantier un audit du PLU de 2008, vraisemblablement qui va arriver sur une révision totale du document d'urbanisme pour les années à venir. Donc effectivement, pourquoi pas, dans le cadre de cette révision globale, d'avoir des urbanistes qui se penchent sur le pourtour du village. Hein? Ça, je suis entièrement d'accord. Et on peut très bien se prendre la tâche d'un bureau qui fasse aussi de l'aménagement urbain. Il faut savoir quand même que pendant les années 2000, tous ces lieux, la rue du Nord, le jeu de boules, la gare routière, a fait l'objet d'études d'urbanistes. Hein. Ça a fait l'objet d'études d'urbanistes. Le problème, c'est que pour arriver à équilibrer les investissements, il fallait fabriquer de logements. Et ça, ce n'était pas notre priorité non plus. Parce qu'il y avait des versions à 160 logements supplémentaires. D'accord? Alors, et les personnes qui auraient habité là-dedans, ils auraient fait pareil que ceux qui habitent aujourd'hui dans le village. Hein. Le journée, ils s'en vont travailler ailleurs, parce qu'il n'y a pas de boulot dans le village, et puis ils reviennent le soir. D'accord? Donc, je veux dire, ce n'est pas le parti qu'on a choisi. Je sais pertinemment que d'autres personnes qui sont proches de vous étaient formellement opposées à ces projets-là. Parce qu'on arrivait vers le bas de la rue du Nord. Je ne sais pas si vous voyez par là. Donc, tout ça fait que ça a fait l'objet d'études qu'on a abandonnées. Maintenant, on se concentre sur la voie centrale, le T central, avec le jeu de boules. Voilà. Donc maintenant, on est parti là-dessus. Maintenant que vous ne l'épousiez pas, cette façon de voir les choses, mais je le conçois totalement. Moi, je voudrais demander si aujourd'hui vous êtes toujours disposé à écouter, à entendre des propositions qui soient autres que
l'entrée d'un parking qui soit donc justement en continuité, en lieu et place du bar du course. Ou est-ce que c'est définitivement entériné et qu'on va avoir donc une rampe d'accès au parking à cet endroit-là? Je sais pas si, déjà, la deuxième réunion avec les commerçants, les plans avaient évolué. Il y avait plus de rampes. Hein. Mais on n'y était pas, donc on ne sait pas. Et ça évolue encore. Hein. Ça fait partie des choses qui ont été entendues et nous avons effectivement supprimé cette rampe. Parce qu'il me semble à moi aussi que d'avoir, peut-être, je ne suis pas experte non plus en bâtiment et je ne suis pas capable de dire si ce bar du cours doit être détruit ou pas. Je suppose que des experts ont donné leur avis en la matière. Par contre, mais encore une fois, c'est mon avis personnel, je pense que d'avoir des commerces autour d'une place, c'est bien plus convivial et ça amène plus de monde. Et le monde amène les clients aux autres commerces. Enfin, c'est par une fréquentation, on est une commune maintenant de plus de 10 000 habitants et c'est par une fréquentation de cette place que les gens rentrent dans les commerces. Donc pour moi, c'est quelque chose de logique. La pluralité de l'offre commerciale amène la clientèle. Donc ça peut aller que dans le sens des commerçants de filière. Voilà, juste une petite remarque pour rectifier un petit peu ce que vous avez dit. C'est vrai, c'est une commune de 10 000 habitants. La commune qui a 10 000 habitants. Le village lui-même tourne autour entre 1800 et 2000 personnes. D'accord ? Donc pour que cette place puisse vivre, il faut que ce soit l'extérieur qui vienne. Pour que l'extérieur vienne, il faut qu'ils puissent aussi se garer. S'ils ne peuvent pas se garer, c'est clair qu'ils vont aller ailleurs. C'est peut-être un petit peu le souci aussi qu'on avait aujourd'hui. Après, entièrement d'accord avec vous qu'une place, il faut qu'elle vive avec des commerces. C'est les commerces qui les font vivre, mais qui c'est qui fait vivre les commerces? C'est aussi les personnes qui viennent acheter. Donc il y a plein de bâtiments aujourd'hui qui sont fermés autour de la place. Donc occupons-nous plutôt de ça. Je pense que c'est une priorité de récupérer ces bâtiments-là, même que les rez-de-chaussée, mais d'en faire quelque chose qui puisse accueillir des nouveaux commerces, et peut-être des commerces qu'on ne connaît pas encore à Fribourg. Pour finir, On terminera le débat quand le projet sera. Messieurs, on voit bien que ça fait du débat et c'est intéressant d'échanger à mon avis, et puis il y a plein d'autres gens qui ont aussi un certain nombre d'avis. Il y aura une nouvelle réunion publique que vous organiserez en janvier si je ne m'abuse. On voit bien qu'il me paraît très important d'attendre qu'on ait des propositions un peu justement alternatives à j'ai rasé cette bâtisse et qu'est-ce que je fais avant de se lancer dans la destruction, parce que je pense qu'on sera tous d'accord, entre guillemets, pour converger vers un projet alternatif. Si on est tout à fait capable de converger vers un projet alternatif, si vous voyez, si on échange, et qu'on pourrait très bien imaginer qu'on converge sur un projet alternatif et qu'on soit d'accord pour dire, vu l'état de la bâtisse, vu l'état de la voirie, etc., on est d'accord pour la supprimer, et voilà le projet alternatif. Aujourd'hui, on l'enlève et puis on dit on verra. C'est plutôt ça qui nous gêne. On n'est pas contre le fait de l'enlever, c'est une fois qu'on a un projet alternatif qui est crédible et qui tient la route. C'est ça. On n'a pas dit on enlève et puis on verra, puisqu'on a un projet qui ne convient pas à 100%, mais on a quand même le projet du parking et de l'agrandissement de la place. Voilà. Par contre, c'est vrai que cette bâtisse aujourd'hui, elle menace, premièrement, et deuxièmement, on a des matériaux qu'il faut qu'on enlève. On ne peut pas les laisser comme ça non plus. On a de l'amiante, on a du plomb, on a plein de trucs comme ça dans le bâtiment. Donc il y a un moment donné où il faut quand même qu'on bouge. Voilà, tout simplement. C'est pour cette raison que la délibération, c'était d'accorder à Mme le maire la possibilité de déposer un permis de démolir. Bien. Bon, nous votons. Je lance le débat. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui Le fait qu'on le fasse maintenant, voilà, je pense qu'on a été clair. Qui s'abstient? Bien, merci. Donc, on passe à la démolition du dojo. Voilà, dans le même cadre, là aussi ça a été déterminé comme bâtiment à risque. Il avait été décidé de démolir donc ce bâtiment, notamment pour peut-être accueillir un espace provisoire qui puisse servir à la fois
surtout au service culturel, peut-être autre chose, ensuite on en reparlera. Donc, il s'agit ici d'autoriser Madame le maire à déposer un permis de démolir. Alors, je vous ai expliqué pourquoi. C'est parce que quand on passe officiellement à plus de 10 000 habitants, on est obligé de demander des permis de démolir. On est 10 000, c'est officiel. On est 10 000 habitants. Ça ne saurait tarder. Non, mais on n'en sait rien. On n'a pas encore eu la réponse. C'est quoi? Ce sont des prospectives. Oui, si vous me permettez, je voudrais simplement, depuis tout à l'heure, il y a une question que j'ai envie de poser, qui est la suivante. Qui a déterminé l'arrêté de péril? Parce que normalement, quand on fait un arrêté de péril, il y a une commission de sécurité, il y a les pompiers, et il y a les représentants de la préfecture. Or, d'après ce que je crois comprendre, vous m'arrêtez tout de suite si je me trompe, il n'y a pas eu ça. Vrai ou faux? Pour le bar du course, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu la préfecture qui est venue, il y a eu la commission départementale, il y a eu C'est la sous-préfecture. la sous-préfecture qui est venue, il n'y a pas eu de problème. Et dans le cadre de la commission de sécurité classique, avec les pompiers, la police, Voilà. les gendarmes et tout, il est fait état dans le rapport. Non, parce que j'ai entendu parler tout à l'heure de police municipale, ça n'a rien à voir avec... Et la police a fait Non, un mais elle constat. est là à titre symbolique, mais c'est pas, elle n'est pas à l'origine. Le directeur des services techniques, c'est... C'est la police, c'est pas la sous-préfecture. Comment? Le corps de police de la commune, c'est Madame le maire qui l'a et qui, on va dire, le traduit à travers la police municipale. L'arrêté, c'est bien la Non. police municipale qui le Il y a bien eu dans la commission de sécurité, les pompiers, il y a bien eu la police nationale. tous les services. Non, ils y étaient. Donc vous avez un arrêté qui le dit. C'est marqué dans l'arrêté de la... Dans l'arrêté de péril, qui est préalable à toute démolition. Pour le dojo, c'est pareil. Oui, c'est par rapport au dojo que je réagis, par rapport à tous les arrêtés que vous avez prononcés. C'est le mot péril, moi, parce que j'ai eu dans ma vie à faire ce genre de choses. C'est assez compliqué. Et je suis aussi sûr que quand on a un bâtiment, il y a certaines parties du bâtiment qui peuvent poser problème, mais l'ossature du bâtiment peut ne pas poser problème. C'est-à-dire qu'une réflexion partielle ou totale de quelque chose ne conduit pas forcément à la même conclusion quand il s'agit d'arrêté de péril ou de démolition. C'est tout, c'est simplement mon passé qui ressort de temps en temps, quoi. Là, en l'occurrence, si on parle du dojo, ça a fait l'objet d'une réflexion, enfin, de refaire une toiture en totalité il y a 15 ans ou 20 ans à peu près. C'est M. Lambert qui l'avait commandé d'ailleurs, qui est là derrière vous. Donc, à cette époque-là, il y avait des travaux qui avaient été faits, des étanchéités à partir de la toiture, mais on ne s'était pas occupé des murs. Aujourd'hui, les murs s'ouvrent en deux. Voilà, ça c'est une remarque que je conçois, c'est-à-dire que lorsqu'il y a effectivement de la fissuration, lorsqu'il y a effectivement un péril dans la structure, ça c'est quelque chose qui conduit à un arrêté de péril. Mais quand vous parlez de toiture, ça c'est pas dangereux, on refait, on met des lithos à la place des lithos et puis il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez, ça ne nécessite pas forcément une démolition. C'est ça que je voulais dire par rapport au péril. Voilà, j'ai terminé. Nous votons pour le dojo, qui est pour. On a pu vous poser une question. Posé déjà. Qu'est-ce que vous avez, enfin, on le détruit et pour faire quoi? Est-ce qu'on détruit? On détruit. Enfin, si c'est dangereux, il n'y a pas d'état d'âme, mais après... Nous manquons de locaux et pour l'instant, mais il risque d'avoir un préfabriqué en attendant pour le pôle culturel. Parce qu'il a besoin de locaux. Et destiné à quoi? Et après, Qu'est-ce nous qu'ils en font? verrons quand nous en serons l'aménagement du pôle culturel, si nous avons toujours les moyens de le faire. Alors, ma question sous-jacente, c'est un peu ça. Que va faire le pôle culturel de ce Bagalo et où en est-on avec les projets du pôle culturel? Il a besoin d'un lieu d'exposition, ils ont besoin de salles supplémentaires parce qu'ils ont beaucoup d'élèves à l'école de musique, etc. etc. Ça, il n'y a pas de souci.
Non. l'utilisation, elle sera réelle. Et le projet de pôle culturel, il en est où? Il avance, mais doucement, parce que effectivement, ce ne sera pas dans le mandat, ça viendra certainement en fin de mandat, si on a encore les moyens de le faire. C'est quoi la difficulté? C'est les sous? C'est les sous? Ben, les sous, on verra en fonction de ce qui va se passer. Hein, voilà. Vous savez bien qu'il y a une baisse des dotations de l'État, que nous avons des charges de plus en plus grandes, qu'il y a de plus en plus d'enfants scolarisés à Fulvaux. Nous sommes bien la seule commune à qui on a ouvert 2 classes cette année. Nous construisons du logement social parce que c'est la loi. Et logement social, enfants scolarisés, on en a de cette année 2 classes ouvertes. Il est bien possible que l'an prochain on en ait encore, je ne sais pas combien, mais nous nous retrouvions exactement dans la même configuration. Et moi je suis désolée, mais je respecte la loi. Il y a une loi, ben, je construis du logement social. Voilà. Donc, ça crée, ce que je veux vous expliquer, c'est que ça crée du besoin. Ça crée du besoin. Et il y aura un moment où il faudra que nous sachions quelles sont nos priorités. Voilà. Très bonne question. Effectivement, c'est le débat qu'on demande à avoir, de définir les priorités. C'est le débat qu'on a eu au dernier conseil municipal. Et on serait très content d'avoir un débat pluriannuel sur quelles seront nos priorités, quelles sont les sommes qu'on espère avoir en subvention, et de discuter enfin de ces priorités sur un plan de 4 à 5 ans, et pas de dire uniquement voilà ce qu'on aura comme argent l'année prochaine. Et ça va. Je voulais juste vous demander, Madame Lannes, sur cette salle en préfabriqué, donc devrait se faire? Oui. Devrait se faire. Alors, on n'a pas encore que. Pour le pôle culturel, là. Finaliser le budget, on va voir où on en est dans notre budget. Mais elle devrait se faire. Elle devrait se faire. Dans l'hypothèse où elle devrait se faire, vous aviez promis aux personnes qui étaient venues vous voir pour le café associatif de Fulvaux de partager ces locaux, dans la mesure où vous trouviez le projet assez beau, de partager les locaux ce préfabriqué pendant 3 ans, à titre provisoire, le temps qu'une salle soit trouvée, avec le pôle culturel. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Nous avons convenu d'un rendez-vous avec M. Borne, qui n'est pas encore fixé, mais il va falloir que nous nous rencontrions. M. Borne, directeur du pôle culturel. Voilà. Merci. À propos des sous, puisqu'on était sur les sous. Nous votons. Juste dernière, mais c'est le codex. On devait avoir le débat d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, ça a été décalé. Il sera décalé à quand? Le débat d'orientation budgétaire n'était pas à l'ordre du jour. Hein. Voilà. C'est quand on. Voilà. Oui, voilà. Non. C'était dans les ordres du jour initiaux qu'on nous a envoyés au mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on fera le débat et quand est-ce qu'on fera le vote? Sûrement au prochain conseil. Voilà. Si nous sommes prêts, nous sommes en train d'y travailler. Ça fait des mois qu'on y travaille et c'est très long d'établir un budget. Et très compliqué dans les temps qui courent. Voilà. Alors, démolition des logos. Qui est pour? Merci. Alors, construction d'un garage couvert, services techniques municipaux. Voilà, donc afin de pallier au manque de stationnement couvert pour les véhicules neufs, donc il est envisagé de la création d'un garage couvert avec 3 travées qui correspond à une superficie de 70 mètres carrés. Donc ça se construirait sur une parcelle appartenant à la commune, dans le prolongement des bâtiments qui sont aujourd'hui affectés au garage et aux ateliers. Voilà, donc ça se situerait après le bac à sel le bac à sel, on appelle ça comme ça, hein. Et des ateliers où on met les matériaux pour l'avoir. Est-ce que vous avez envisagé de le couvrir avec des cellules photovoltaïques ou des choses comme ça? Non, 70 mètres carrés, trop peu. C'est pas assez. Parce qu'il y avait des véhicules électriques qui doivent être achetés. Ils ont été achetés, ils tournent déjà. D'accord, mais là il n'y avait pas moyen de couvrir, c'était pas intéressant. En matière de puissance, c'est pas suffisant. Dans le sens où le côté sud, il faudrait être la moitié de ça. Nous votons. Qui est pour?
Merci beaucoup. Approbation de la modification numéro 4 des cartes des administrations. Donc, je ne lis pas tout. Hein. Ce qui est intéressant, c'est quand même ce qui a été mis à l'enquête publique. Hein. Donc, les caractéristiques principales du projet de modification numéro 4 du PLU. Hein. Donc, la modification du PLU numéro 4, c'est de revisiter l'application stricte du concept de villa d'entreprise et de justifier cet assouplissement réglementaire. Donc, il faut rappeler que nous sommes au secteur Saint-Charles, que nous sommes dans un secteur qui n'est pas un ZAC mais un lotissement industriel, qu'il avait fait l'objet d'une ouverture à l'urbanisation sous forme de villa d'entreprise avec une COS à l'époque. Ce COS a été supprimé. Hein. Donc aujourd'hui on travaille avec une caisse, un coefficient d'emprise au sol, qu'on a estimé passer à 0,22, c'est le point 3, hein, dans cette zone AUB1C. Donc il s'agit que c'est une zone qui est complètement au sud de la zone de Saint-Charles, hein, si on la prend dans sa globalité, qui est au-dessus de la ZAC d'aujourd'hui, c'est-à-dire la ZAC où aujourd'hui est en train de se construire le bâtiment de Cofula. Donc ce secteur-là doit recevoir normalement un équipement qui irait à l'entreprise EDF directement, c'est-à-dire c'est un laboratoire de l'entreprise EDF. Voilà. Donc, le deuxième point, c'était de traduire le variante d'aménagement sous forme d'orientation d'aménagement proposé à secteur AU1C, qui est projeté. Donc, les polygones d'implantation des bâtiments. Une zone de non édificandi de 30 mètres, c'est-à-dire lorsqu'on est, entre la route qui va au golf et le terrain, c'est-à-dire qu'on regarde la Sainte-Victoire, hein. Sur le côté ouest, c'est-à-dire le côté gauche, on a une limite de bâtiment qui est instaurée à une hauteur de 11,50 m. Sur le côté est, on a une zone de non-édificandi qui correspond en face les quelques maisons qui sont là au niveau du secteur agricole. Hein. Cette zone de non-édificandi, elle était portée à 30 mètres. Ok. Les principes de desserte, bon, ça c'est les principes de continuité après les voiries de la ZAC et le boisement à préserver, c'est-à-dire que le coefficient d'emprise, le coefficient d'espace vert, pardon, est conservé dans la totalité de ce qu'il était lors de l'instauration en 2012, je crois. Voilà, donc ça on ne l'a pas touché. Donc on a touché uniquement à l'emprise au sol qui est passée à 0,22. Donc c'est pas une COS, hein, c'est uniquement une emprise au sol dans laquelle va venir s'inscrire le futur bâtiment. Voilà, l'espace boisé classé, les hauteurs, ben, c'est tout ça je l'ai dit. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les 11,50 m sont calculés à partir d'une cote NGF qui est fixée à 236,50. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre 11,50 m à n'importe quel point du terrain. Hein. C'est à partir d'un point NGF, c'est-à-dire d'une altitude précise. Voilà. Dans le polygone d'implantation de la partie est, les hauteurs de construction ne pourront excéder en tout point de la construction 8 mètres. Et après, on passe dans la zone de non-édificabilité. Qu'est-ce que je vous dirai de plus? Et après, vous allez poser des questions, par exemple. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je vous dirai? L'enquête publique elle s'est déroulée de 3 septembre au 6 octobre. Le commissaire enquêteur, il s'appelait M. Lagier.
ça a été mis sur le site internet, on a reçu pas mal de personnes qui sont venues voir. Le projet de modification a été mis en ligne dès le début de l'enquête. Ça a permis de nombreux téléchargements de ces documents. Le commissaire enquêteur fait état dans son rapport de 6 observations et 2 annexés à des observations sont signées sur le registre de l'enquête publique. La commune a reçu le 2 novembre dernier le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur que l'on vous soumet aujourd'hui, bien sûr. Alors, dans la prise en compte des remarques, dans les avis des PPA, on n'a eu aucun retour. Personne publique associée. Ils se sont désintéressés de l'affaire. Ensuite, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur. Il est à noter que depuis la réforme des enquêtes publiques, le commissaire enquêteur saisit dans les jours suivant la clôture de l'enquête publique la commune afin de recueillir les observations écrites, ces observations. La commune a donc transmis le 26 octobre à M. Lagier les éléments de réponse sur les observations et courriers identifiés dans le courrier de saisine. Donc, concernant l'observation de M. Dubus, il a été répondu qu'en conseil municipal, vous étiez totalement en droit d'exprimer à travers de votre vote, d'exprimer votre questionnement. Ensuite, s'agissant de la requête exprimée par la société par Jeanne, Madame le maire a répondu au commissaire enquêteur comme suit. La commune n'entend pas répondre favorablement à celle-ci pour les raisons suivantes. Au-delà de la prise en compte de la co-visibilité, le cadre de vie, notamment de la construction immédiatement située au sud du secteur, doit être maintenu et préservé. Le projet de parking ne serait qu'à quelques mètres de la construction d'habitations existantes. Le commissaire enquêteur n'a également pas formulé un avis favorable sur cette demande. Les observations 4 et 6 sont étrangères à l'enquête publique puisqu'il s'agit du secteur de Louvière, qui a été débattu par d'autres modifications. L'avis du commissaire enquêteur, nous proposons de répondre de la façon suivante aux 2 recommandations du commissaire enquêteur qui a émis là. La recommandation numéro 1, tout mettre en œuvre pour qu'une certaine harmonie architecturale soit respectée dans le développement de ce quartier proche du golfe et en lien avec les autres quartiers. Comme pour l'ensemble du territoire communal, le dossier, une fois déposé, sera soumis à l'avis de l'architecte conseil du CRE afin que le projet s'insère harmonieusement dans son environnement. Ensuite, concernant la recommandation numéro 2 de M. Lagier, l'aménagement de la zone AUH1D a fait l'objet d'une orientation particulière d'aménagement dont les caractéristiques actuelles sont issues de la modification numéro 3 du PLU. Dans le cadre de l'enquête publique relative à cette procédure, de nombreux points ont été soulevés et étudiés. D'ailleurs, des modifications avaient été apportées au projet initial, notamment l'augmentation de la capacité du parc de stationnement qui était proposé initialement. Enfin, la commune entend assurer que toutes les dispositions de sécurisation adaptées à la nature des voies en termes de circulation routière et piétonne et des flux générés par cette opération soient mises en place. Là, on parle du secteur de Louvière, qui n'a rien à voir avec la modification du PLU numéro 4. Donc, considérant que cette modification, telle qu'elle est présentée au conseil municipal, est prête à être approuvée, conformément aux articles suivisés du code d'urbanisme. Donc, il est proposé d'approuver le dossier de modification numéro 4 du PLU tel qu'il est annexé à la présente. Et je vous passe Des questions, Daniel? Une première remarque, c'était lorsque nous avions discuté de ce projet-là, j'étais favorable à l'évolution de cette modification du PLU, sous couvert que ce soit bien associé au projet de l'entreprise que vous avez cité. Quand on voit effectivement ce qui est prévu en termes de bâtiments, etc., ça correspond bien à la demande de ce projet-là. Donc là, on reste sur ce principe-là favorable à cette modification à partir du moment où elle est bien conforme au projet initial. Ce qu'on avait demandé à l'époque, c'était de lier les deux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était de dire avançons sur le PLU en même temps que le projet avance entre l'entreprise et le promoteur.
Est-ce que vous pourriez nous faire un point factuel de l'évolution de ce dossier entre l'entreprise et le promoteur? Alors aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de dossier de déposé. Et pourquoi? Parce qu'on a en fait la modification qui est arrivée au vote aujourd'hui. Donc c'est vrai que déposer le dossier avant, c'était un peu compliqué pour l'entreprise. Mais on reste sur le principe qui avait été évoqué sur je crois que c'était le CEDRE, le service d'EDF, qui devait s'installer là-bas. Maintenant, il est clair que si ce n'est pas ce projet qui se faisait, on mettrait tout en œuvre pour, comment dire, ne pas donner suite au permis, quoi. Vous avez des informations récentes sur l'évolution de l'avancée du projet entre l'entreprise et le promoteur? Je me tourne vers le délégué développement économique, mais pour l'instant, rien ne bouge, le feu n'est pas mis, donc... Parce que j'ai des nouvelles qui ne vont pas forcément dans ce sens-là, donc c'est une vraie question que je vous pose. Quand je dis qu'il y a rupture des négociations entre le promoteur et la société, ça date de fin 2014, donc c'est pas récent. Et l'entreprise en question, le CEDRE en question, qui est aujourd'hui un laboratoire installé à Aix-en-Provence, comme il devait déménager, il n'avait pas prévu de faire des travaux. Aujourd'hui, il se lance dans des gros travaux pour aménager son site sur place. Ça ne pousse pas à se dire que demain matin, ils vont déménager. Donc, ma question, elle est dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des nouvelles fraîches de la part du promoteur sur ce projet-là? Je vous ai dit non, on n'a pas de nouvelles fraîches. Par contre, on sait qu'il s'est passé quelque chose, oui, fin 2014, on a rapporté des discussions, alors qu'aujourd'hui, on nous dit aussi de notre côté que ce n'est pas tombé à l'eau. C'est pour cette raison qu'on continue. Sinon, comme on vous le dit, le permis, on fera en sorte qu'il ne sorte pas. La question qu'on avait ouverte l'autre fois, c'est on ouvre des droits A, on a un projet intéressant et qu'on est prêt à soutenir, etc. Il ne s'agirait pas que parce qu'on a ouvert des droits A pour un projet X, on se retrouve avec un projet Y sur lequel on n'est pas du tout d'accord, etc. C'est ce que je viens de vous dire. Je vous dis que si le projet est différent de celui pour lequel on avait validé la modification prévue, eh bien, on ne donnera pas suite. Et ce qu'on ouvre en droit, on le retire en droit aussi. D'accord. Ça marche. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu des plaintes de la part de la société Château d'Arc sur ce... Pas encore parce qu'elle n'est pas passée. Ils attendent qu'elle soit officielle avant de l'attaquer. Je ne réponds pas. Mais là, ils auraient du mal. Avant que ce soit délibéré d'attaquer, ça, je ne l'ai pas encore. Non, mais manifestement, ils n'ont pas fait de remarques lors de... En tout cas, je n'en ai pas vu et apparemment, il n'en apparaît pas. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de remarque de la part de la société Château d'Arc sur ce dossier. Je crois qu'il y a une remarque qui est intéressante, qui est donnée par la première adjointe. Qu'est-ce qu'elle dit? Je dirais avant d'attaquer, alors que c'est pas encore attaquable, qu'ils payent au moins ce qu'ils doivent à la commune. Ah bah, vous me tendez une perche, alors j'en profite. Ils ont payé. Non. Non, ils n'ont pas payé. Nous, on a payé qu'on avait payé. Voilà. Ok, merci. Moi, j'avais une dernière question sur la recommandation numéro 2, qui était liée là plutôt au projet de Louvière, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pourriez juste nous faire un point sur ce projet? Vous avez le PFR, on en est où? Quand est-ce qu'il démarre? Donc, On est au aujourd'hui, sujet, hein, on est dans la délibération sur la modification numéro 4. C'est parce que quelqu'un, en fait, est venu écrire à ce sujet sans lire de quoi il parle, de quoi il a retourné, que nous avons été obligés, le commissaire enquêteur, qui s'est vraiment demandé ce que ça venait faire d'ailleurs, s'est senti obligé d'écrire 4 mots à ce sujet, mais je ne pense pas que ce soit l'objet de la délibération. Et vous écrivez après tout un paragraphe expliquant que vous avez... Mais oui, quelqu'un était venu écrire, donc il était tenu de répondre. D'accord, vous pouvez prendre Mais 5 minutes pour nous faire un point sur ce dossier. Quand on vient écrire sur une modif, il vaut mieux peut-être lire de quoi il s'agit. Hein. Voilà. Je ne sais pas qui a fait cette remarque, je me sens pas concerné. Vous pouvez nous faire un point de 5 minutes? ce sont les parents d'élèves qui ont fait cette remarque-là. L'ensemble des parents d'élèves.
Donc je pense qu'ils n'ont pas lu le dossier. Donc, on aura 5 minutes pour savoir où on en est de ce dossier. Ça avance bien. Ça avance bien. On aura des informations importantes à donner, certainement début d'année 2017. Je vous rappelle que les terrains appartiennent à l'établissement public foncier régional. Voilà. Bon, tu peux dire, on a reçu. Bien, alors nous allons voter. Voilà. On ne dira pas. On a entendu. Pardon? Non, on ne dira Pas pas. qu'on a entendu ce que vous avez dit. Non, Vous ne voulez pas le dire. On a, si vous voulez, nous n'en savons rien. Il n'y a aucun choix d'opérateur. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Ce que me disait Daniel, c'est simplement qu'il semblerait, parce qu'on n'a pas encore la réponse officielle, que le Conseil général soit favorable, parce qu'il y a aussi cette difficulté. C'est simplement ça, mais autrement, aucun choix d'opérateur n'a été fait. Voilà. Mais nous en sommes là. Simplement, c'est vrai que le Conseil général nous a envoyé une lettre, mais qui ne précise pas exactement, voilà, qui est plutôt favorable. Voilà. C'est tout. Donc, voilà, on vote sur la modification numéro 4 du PLU. On revient quand même à l'objet de la délibération. Voilà. Alors, qui est pour? Merci. Alors, voilà. Bon, normalement, c'est Jean-Paul, il est à Paris. Donc, convention entre le centre de gestion des Bouches-du-Rhône et la commune de Fuveau, médecine professionnelle et préventive. C'est simplement le renouvellement d'une convention qui lie la commune au centre de gestion des Bouches-du-Rhône, qui propose des prestations sur le suivi médical des agents, l'action sur le milieu professionnel, le tout moyennant effectivement une participation financière de la commune s'élevant à 65 € par an et par agent, mais c'est quelque chose qui est récurrent et que nous renouvelons, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Tout est écrit dans la vidéo. Bien. Voilà. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Et la dernière délibération, c'est la présentation. Merci. Je vais vous présenter la délibération sur les week-ends et séjours de ski 2016 pour les ados, la fixation des tarifs. Donc, même si dans ma délégation, je suis aussi sur le service enfance, si vous avez des questions, évitez qu'elles soient trop précises sur des chiffres antérieurs. Et je vous remercie. Je n'ai pas forcément tous les chiffres. Je peux vous parler du sujet, mais l'antériorité, je vais avoir quelques limites. Donc l'idée, c'est de vous présenter la petite modification qui va être proposée cette année pour la partie ski sur les séjours. L'année dernière, nous avons eu 2 week-ends. Cette année, il y aura un week-end en 2016 prévu les 23 et 24 janvier. Alors, à l'heure où la délibération a été écrite, nous n'avions pas encore le lieu, les stations. J'ai des infos supplémentaires à vous apporter ce soir. Pour le week-end du 23 à 24 janvier, cela se déroulera au Val d'Alos, au Cénus d'Alos. L'hébergement se fera au centre d'accueil, l'hôtel chez Franz. Donc c'est au pied des pistes et des remontées mécaniques et ça sera en pension complète. Comment? Donc ce week-end sera proposé à 16 jeunes accompagnés de 2 animateurs. Le départ s'effectue le samedi matin avec le minibus de la commune et un autre minibus de location du site. L'activité principale est la pratique du ski alpin pendant les 2 jours. L'hébergement se déroule avec une nuitée en pension complète. Toute la location du matériel se fait en centre d'accueil et le retour s'effectue le dimanche en fin de journée. Et la nouveauté, c'est de proposer un séjour de 5 jours prévu du 15 au 19 février 2016. Alors là, le lieu aussi, j'ai des infos à vous donner. Ça se déroulera aux Ors. L'hébergement au centre d'accueil hôtel Les Trappeurs, au pied des pistes et des remontées mécaniques, là aussi en pension complète. Alors, par rapport à ce séjour-là, pour l'instant, il y aura une pratique majeure de ski alpin. Pour l'instant, on n'a que 4 jours de ski alpin. Donc, il y aura d'autres activités autour du ski pour ce séjour. Ce séjour, lui, sera proposé à 20 jeunes accompagnés de 3 animateurs. Le départ se fera
le lundi matin avec une société de transport, puisqu'on a plus de personnes. L'activité principale, je vous l'ai dit, c'est quand même la pratique du ski pendant 4 jours. L'hébergement se déroulera avec 4 nuitées en pension complète et le retour s'effectue le dimanche en fin de journée avec le même transporteur. Modalité d'inscription. L'inscription se fera à partir du mercredi 16 décembre dès 14h au service enfance. Coût de ces séjours, alors il y a une petite erreur dans le tableau sur la dernière colonne que l'on regarde souvent, c'est prix de revient brut par séjour par enfant, c'est pas par jour par enfant, parce que sinon on ne tombe pas sur les chiffres. Donc on a 2 jours pour le week-end, vous voyez les chiffres en gros ça revient à 248 € par enfant. Et pour le séjour, on est à 668 € par enfant. Je vous rappelle que c'est transport, matériel, remontée et pension complète. Proposition des tarifs de vente aux familles. Nous conservons l'application des 3 tranches de facturation pour les fuvelins. Ces 3 tranches, je vous remets en tête, ça a été une demande du comité technique du comité enfants de jeunesse. Et on arrive avec le tableau que je ne vais pas vous développer. Et on a toujours une tarification pour les personnes hors commune, avec un tarif unique. On n'est plus sur le taux d'effort. C'est ce qui fait la suite de la délibération, c'est-à-dire que on accepte des gens hors commune, mais la priorité sera toujours donnée aux fuvelins. La partie sur les arts, on réserve, on paye les arts à l'avance. Je vous rappelle que ces séjours feront l'objet d'un cofinancement de la CAF et qu'on accepte les chèques vacances pour leur paiement. Il est proposé à l'Assemblée délibérante donc, de fixer les tarifs du week-end et du séjour comme indiqué ci-dessus, de préciser que les chèques vacances sont acceptés et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre si elles ne sont pas trop précises. Merci. Moi j'ai plus une remarque qu'une question à propos des tarifications, notamment sur les séjours. Donc le tarif du séjour est 265 € pour des revenus inférieurs à 3 000 €, qui reste quand même un prix qui est énorme pour une famille, pour peu qu'elle ait plusieurs enfants. Et voilà, c'est quand même une somme qui reste importante pour un tel niveau de revenu. C'est où ça, 265? Ah oui, 265. Oui, on est pour la semaine. Après, dans le même ordre d'idée, ça complète, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, pour ces séjours qui ne sont pas nombreux, il n'y en a pas beaucoup, quoi, il y a un séjour de 5 jours, outre de dire qu'il y a une priorité aux familles fuvelaines, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir et penser, je n'ai pas d'idée immédiatement comme ça peut être pour une autre fois, mais d'avoir une semi-gratuité pour certains enfants de la commune, avec un choix délibéré de la commune, de faire que des familles en grande difficulté puissent aussi envoyer leurs enfants au ski. Et de toute évidence, c'est déjà cher pour des revenus en dessous de 3 000 €, mais c'est encore plus cher pour des familles dont les parents sont au chômage, sont pas des meilleurs. Donc, indépendamment de dire que ces enfants-là fassent une demande au CCAS, et ça c'est très difficile dans la démarche des parents que d'aller demander au CCAS que ce séjour soit payé. Pourquoi la commune ne réserve pas 2-3 places sur 20 séjours? Les critères sont à discuter entre nous et tout, mais de faire un effort pour que ceux qui ne partent jamais en vacances puissent partir à un tarif ridicule et dérisoire qu'il nous conviendrait de fixer, indépendamment des chèques vacances que ces familles pourraient avoir, ou même si elles n'en ont pas du tout. Je pense que ce serait quand même bien d'avoir cette idée-là en tête. Voilà. Oui, alors, juste une précision encore, je vous ai dit que les tranches et les demandes de tarification émanaient du comité technique, et la validation et l'impulsion, la dynamique des tarifs proposés émanent aussi des comités techniques. Oui. D'accord ? Donc il y a des familles fuvelaines, ce n'est pas juste une décision politique de la mairie qui fixe ces tarifications. Il faut se dire aussi que si on regarde, alors je n'ai pas tous les chiffres, mais la très très grande majorité des gens qui s'inscrivent à ce séjour de ski sont des familles qui sont plutôt dans la tranche 3, supérieure à 4 500 €. Pourquoi ? Je n'ai pas une explication scientifique, mais il faut aussi se dire que le ski, de prime abord, ce sont les enfants qui l'ont déjà pratiqué qui acceptent de partir avec des amis, parce que là on est sur des ados. Après, que cette réflexion-là fasse partie de la discussion, et je pense qu'elle serait peut-être plus adaptée
pour d'autres types de séjours où il n'y aurait pas cette démarcation-là, ce décalage de niveau qui du coup ferait retomber la dynamique qui est l'objectif de ce séjour-là. Faire que le groupe de 16 vivent ensemble, apprennent des règles ensemble et se respectent les uns les autres. Ça crée un décalage et c'est pour ça que les gens qui s'inscrivent sont dans la tranche 3. Je ne dis pas qu'il faut écarter la bonne liste de propositions. Je dis que pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'on est plutôt dans l'autre tranche. Après, pour d'autres séjours, ça... C'est logique pour ça dans cette tranche, c'est évident. Oui, parce que, oui, vu les prix, c'est tout à fait logique que ce soit les familles. En même temps, ce qui est illogique, c'est que ces familles-là auraient les moyens de payer des stages de ski à leurs enfants. Il y a des tas d'organismes qui font des séjours ski une fois par an, de les envoyer. Il y a beaucoup de familles, hein. Même moi je l'ai fait avec mes ados. Si j'avais les moyens de payer un séjour à ce prix-là, il y a des tas d'organismes qui le font, Léo Lagrange et autres, même de plus en plus de clubs. Donc le but, c'est bien ça, c'est de dire la commune, si elle organise, si elle fait l'effort d'organiser de tels séjours, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'offrir à des gamins qui ne vont jamais au ski la possibilité d'y aller? Voilà, c'est tout ce que je dis. Maintenant que ce soit... Effectivement, ça me semble logique avec ces tarifs que ce soit... Les Léo Lagrange, ils sont beaucoup plus chers que ça. 255 oui, mais... C'est pas... Certes, mais en tout cas, ils y sont allés au moins une fois, puisque vous dites vous-même qu'ils ont l'habitude d'aller au ski entre Ils y vont avec leur famille souvent. Hein. Enfin voilà, c'est tout. C'est une remarque. Moi, personnellement, j'aimerais bien ça, mais... Moi, j'aimerais juste rebondir sur cette idée. J'entends bien que les ados se réunissent, partent ensemble et... c'est ce qu'on remarque. Hein. Ok, mais pourquoi, donc, dans ce cas-là, ne pas émettre l'idée de faire un séjour ou un week-end de débutants? Auquel cas, ce serait que des débutants qui s'inscriveraient. Pardon. Oui, il y a le problème des animateurs, mais ils se retrouvent entre eux. On ne fixe pas le niveau au départ. On ne peut pas le faire. Et le ski, c'est quand même une activité particulière. C'est une activité qui a un coût très élevé en termes de matériel, en termes de remontée mécanique. C'est un séjour qui coûte très cher et qui s'adresse malheureusement à une certaine catégorie de population. Et pour les séjours à ados, ça n'y déroge pas. Le faire pour débutants, ça voudrait dire qu'on fait des groupes de niveau dès le départ. On cloisonne dès le départ notre groupe. Ça ouvrirait peut-être à d'autres jeunes la possibilité de faire du ski. Voilà, ça s'est fait dans d'autres communes, effectivement. C'est dur, mais on peut changer les choses. Par exemple, la démocratisation du sport, elle s'est faite dans des trucs bien plus chers. Hein. Et des communes, et nous on a un golf, tiens, j'y pense en parlant sur notre commune, on pourrait aussi offrir à des enfants qui n'ont pas la possibilité, des stages, etc., de payer, financer. Bien sûr, un budget propre, mais oui, non, mais ça se réfléchit, ça se discute. Voilà, ce que je voudrais dire, moi, simplement, c'est que dans une commune, on peut penser, un conseil municipal peut penser aux enfants les plus défavorisés, essayer de trouver des pistes pour leur offrir des séjours vacances, parce que ce sont eux qui partent le moins en vacances. C'est tout, c'est tout. Et bien, c'est ce que nous avons fait en proposant ces 3 tarifs. Trop cher encore, je trouve, le premier. Trop cher et c'est très pénalisant parce que c'est vrai qu'on a répondu que le CCAS peut venir, mais c'est très pénalisant d'aller demander, enfin je l'ai vécu moi-même dans mon enfance, c'est très difficile d'aller demander des aides. Par contre, si la commune offre cette possibilité à tout enfant, sans qu'il aille faire la démarche d'aller demander une bourse pour ça, c'est autrement valorisant pour ces enfants-là et pour ces familles-là, c'est tout. Il faut qu'il soit équipé, il faut qu'il ait son équipement, qu'il ne se fasse prêter ou qu'il achète. Ça, c'est pas fourni dans le... Oui, bien sûr, mais il y a les bourses après, ça se trouve maintenant avec le bon coin, avec le gros, tu peux trouver pour les bons. Ça se prête, ça peut bien, c'est pas un bon compte. Voilà, c'est tout. J'espère que ça ira dans nos habitudes. S'il n'y a plus de questions, Johan, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le conseil municipal est terminé. Il y avait une question orale. Je me permets de vous rappeler que les questions orales doivent être adressées 8 jours avant. Eh bien, donc, nous répondrons la prochaine fois à cette question orale. Merci beaucoup. Non, c'est bien,
Voilà, j'avais payé 9h30. Là, j'ai payé jusqu'à 9h30, donc je vais attendre une demi-heure ici. C'est ça, c'est ça. J'ai payé jusqu'à 9h30, j'attends ici jusqu'à 9h30.